Bienvenue dans Let's Talk Sustainability, la série de podcasts de Mazars qui explore les enjeux de l'évolution du développement durable pour les entreprises. Dans chaque épisode, nous échangerons avec des experts sur des questions environnementales, sociales et de gouvernance. Ils vous donneront des conseils pour élaborer des stratégies de développement durable solides et identifier différentes opportunités de business pour les entreprises. Aujourd'hui, nous discutons avec Maude Gaudry, responsable monde du développement durable chez Mazars. Bonjour Maude. Bonjour et merci de me recevoir. On parle beaucoup ces jours-ci de taxonomie. Aujourd'hui, nous allons donc explorer avec Maude ce projet de décret, son rôle dans la lutte contre le changement climatique et ce que cela signifie pour les entreprises. Alors, commençons par la base avec vous, Maude. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la taxonomie ? C'est une question qui est souvent posée, en effet. La taxonomie, c'est avant tout un texte qui est une pierre angulaire du dispositif européen, à la fois le Green Deal, qui a été publié par la Commission fin 2019 et qui définit la stratégie et les ambitions de développement durable de l'Union européenne. Et c'est aussi une pierre angulaire de sa stratégie de finances durables. Et c'est important parce que la façon dont le texte a été conçu et son utilisation sont vraiment guidés par ces deux textes fondateurs qu'il vient compléter et opérationnaliser. Donc il y a deux grands enjeux et deux façons de décrire la taxonomie. C'est avant tout un outil en fait pour les investisseurs en Europe. Pourquoi ? Parce que dans sa stratégie de finances durables et Green Deal, l'Union européenne a fait des établissements financiers, des investisseurs en particulier, la clé de voûte de l'exécution de ces ambitions en termes de développement durable. Et l'enjeu, c'est de permettre à ces investisseurs d'avoir une grille de lecture de quelles sont des activités qui vont contribuer à la réalisation de ces objectifs et quelles sont les activités qui en sont un peu plus éloignées, et donc de prioriser l'affectation des montants très importants d'investissement que l'Union européenne a réunis pour couvrir les activités qui vont contribuer de manière la plus significative à l'atteinte de ces objectifs. Donc c'est à la fois cet outil pour les investisseurs, mais c'est aussi et surtout, et je pense que c'est important de le mettre en avant et d'en parler parce que c'est souvent ignoré, c'est aussi un outil pour les entreprises elles-mêmes. C'est au-delà de l'exercice de compliance et des obligations de reporting qui sont attachées à ce décret. L'exercice lui-même de mise en œuvre de la taxonomie va permettre aux entreprises de faire un autodiagnostic de leur portefeuille d'activités en comparaison avec les activités qui sont listées dans la taxonomie, et ça va leur permettre de se positionner par rapport à la trajectoire de transition européenne. Et ça, c'est important parce que on est dans une économie où les enjeux environnementaux, notamment, sont pris en compte par toutes les parties prenantes, pas simplement par les investisseurs, mais aussi par des partenaires d'affaires, par la société civile, par des employés. Il y a beaucoup de gens qui ne rejoignent des groupes que si ils sont convaincus que ce groupe va dans la bonne direction. Et donc, le fait de faire cette analyse de taxonomie et de se rendre compte de à quel point une partie, la totalité ou aucune de mes activités ne contribue à l'atteinte des objectifs de développement durable de l'Union européenne, c'est une connaissance stratégique très importante pour les entreprises. Et donc, c'est vraiment important d'insister là-dessus, parce que au-delà de l'effort et du coût, et on y reviendra, de la mise en œuvre de ce texte, c'est aussi une espèce de réveil pour un certain nombre d'acteurs économiques européens, petits, moyens ou gros, sur où en suis-je aujourd'hui, moi, de mon exposition, notamment à des risques climatiques. Est-ce que je suis très exposée ? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir de mon business ? Et comment je dois évoluer pour être encore là dans 20 ans, dans 30 ans, et de manière profitable. C'est ça la taxonomie en fait, c'est à la fois un outil au service d'investisseurs, mais aussi un outil pour les acteurs économiques eux-mêmes. Et les enjeux qui sont couverts par cette taxonomie aujourd'hui sont des enjeux environnementaux exclusivement. Alors, il est possible que cet aspect évolue dans le futur et que ça couvre aussi des enjeux sociétaux et des enjeux de gouvernance. Aujourd'hui, on parle de 6 objectifs environnementaux. Il y en a 2 sur le climat. C'est l'objectif d'adaptation au changement climatique
et d'atténuation du changement climatique. Et c'est les deux qui font l'objet de modalités pratiques aujourd'hui et qui feront l'objet des obligations de reporting immédiates. Il y en a 4 autres qui couvrent différents aspects environnementaux. Il y a la protection des ressources en eau, il y a la transition vers une économie circulaire, la prévention des pollutions et la préservation de la biodiversité. Donc ces 4 derniers objectifs sont pas encore couverts par des détails techniques, on y reviendra, ce sera fait l'année prochaine, mais c'est pour ça qu'on parle de taxonomie verte. C'est parce qu'aujourd'hui on couvre exclusivement des objectifs environnementaux. Merci Maude pour ces premières explications. En effet, cela semble vraiment très ambitieux. Maintenant que vous avez posé le décor, pourriez-vous nous expliquer comment fonctionne en pratique la taxonomie ? Oui, bien sûr. Alors, comme je l'ai dit, l'objectif, c'est d'identifier, à destination des investisseurs, mais des entreprises elles-mêmes, au sein d'un portefeuille d'activités, les activités qui vont être le plus contributives aux objectifs de développement environnementaux, donc lutte contre le réchauffement climatique aujourd'hui, au sein de chaque entreprise. Et donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est une cartographie de ces activités en correspondance avec une liste d'activités qui a été définie par cette taxonomie comme étant des activités dites durables ou vertes, dans le langage plus courant. Et concrètement, comment cette cartographie et identification se passe ? En fait, elle se passe en 2 temps. Il y a une étape qu'on appelle d'éligibilité et une étape d'alignement. Alors, si je parle 2 secondes de l'étape d'éligibilité, c'est tout simplement une première analyse descriptive de mon portefeuille d'activités à moi, entreprise soumise à la taxonomie, et je vais regarder comment ces activités correspondent à une liste d'activités qui est définie par la taxonomie aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, dans la version actuelle des textes, 13 macro-secteurs sont couverts par la taxonomie, qui correspondent en fait aux secteurs qui ont le plus gros potentiel de contribution à la trajectoire de transition climatique européenne. Pour rappel, cette trajectoire, c'est de réduire de 55% nos émissions de gaz à effet de serre en Europe d'ici 2030 et d'être le premier continent net zéro émission d'ici 2050. Et donc, pour atteindre cet objectif, il fallait identifier les secteurs qui sont les plus émetteurs de gaz à effet de serre et d'identifier au sein de ces secteurs les technologies et les activités qui permettent de réduire au maximum ces émissions. Et donc aujourd'hui sont couverts 13 macro-secteurs parce que ce sont ceux qui représentent plus de 90% de nos émissions de gaz à effet de serre en Europe. Donc il reste 10% à couvrir, mais dans la big picture, si on arrive déjà à traiter 90% de ces émissions-là, on aura fait une bonne partie du chemin. Donc c'est 13 macro-secteurs et environ 80 activités. Alors ça en laisse beaucoup en dehors du champ, ce qui génère beaucoup de débats. Ce qui est important de retenir de cette étape éligibilité, c'est que ça va pas être la plus complexe en fait, parce que c'est une analyse descriptive, donc concrètement je prends la liste des activités et leur description telle qu'elle m'est donnée par la taxonomie, et je me dis, ok, ça correspond à telle ou telle activité chez moi, ou telle sous-activité, ou je peux isoler cette partie-là d'une activité pour la mettre en regard d'une liste détaillée. Cet exercice-là, il va être simple pour beaucoup d'acteurs économiques qui ont des business models assez peu diversifiés. En revanche, il pourrait être un peu plus complexe pour des groupes multinationaux et qui sont aussi extrêmement diversifiés. Très bien, donc nous avons bien compris la première étape d'éligibilité. Pouvez-vous maintenant nous parler de la deuxième étape, l'alignement ? Alors oui, alignement, deuxième étape de l'analyse. Alors ça, c'est un peu plus complexe et un peu plus technique. Une entité passe du statut d'activité éligible à activité alignée, ou verte, d'accord, alignée, verte ou durable, c'est le même statut, si elle respecte 3 critères qui sont des critères techniques. Le premier, c'est que l'activité doit contribuer de manière significative à au moins un des 6 objectifs environnementaux définis par la taxonomie. Et cette analyse de contribution substantielle est basée sur l'analyse de ce qu'on appelle des Technical Screening Criteria, qui sont en fait une liste de critères scientifiques et techniques qui permettent d'évaluer le niveau de performance environnementale d'une activité. Et évidemment, pour qu'une activité soit alignée ou verte, il va falloir que cette performance environnementale soit extrêmement élevée. Donc les critères techniques fixent des seuils minimum qu'il faut atteindre de performance pour pouvoir être considéré comme aligné avec la taxonomie. Donc ça, c'est la première analyse de critères.
et c'est probablement la plus complexe. Le deuxième critère, c'est que une activité qui serait conforme à ces niveaux d'exigence de performance environnementale ne devrait pas le faire au détriment d'autres objectifs environnementaux. C'est-à-dire que je ne peux pas contribuer positivement à un objectif, mais dans le même temps, détériorer ou avoir un impact négatif sur d'autres objectifs environnementaux. Et le troisième critère, c'est que toutes ces activités, donc avec un focus environnement, ne doivent pas négliger les obligations minimum en termes de préservation des droits humains. Et un certain nombre de textes sont listés, dont les guidelines des Nations Unies et de l'OCDE en la matière. Si ces trois conditions sont réunies, alors l'activité qui était jusqu'à présent éligible est dite alignée et est considérée comme étant contributrice de manière substantielle à une trajectoire de transition collective telle qu'elle a été définie par l'Union européenne. Très bien Maude, merci, c'est très clair. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises et quelles actions devront-elles mener ? Alors, comme je l'ai dit, et peut-être avant même que je rentre dans les détails, ce dont j'ai pas encore parlé, c'est que toutes les entreprises européennes ne sont pas soumises à la taxonomie. Il y a un périmètre d'application de la taxonomie qui correspond en fait au périmètre d'application d'une autre directive. Donc, directive, c'est niveau législatif en France, qui régit les obligations de reporting extra-financier en Europe. Elle a un petit nom, elle s'appelle la NFRD. Et en fait, les entreprises qui sont soumises à obligation NFRD sont aussi celles qui sont soumises à obligation de la taxonomie. C'est important parce que ça ne concerne que les grandes entreprises qui sont définies sur la base de seuil et aussi toutes les entités qui ont des titres qui se négocient sur des marchés européens. Donc c'est toutes les entités qui sont cotées. Aujourd'hui, ça représente environ 12 000 entreprises en Europe. Alors, ça va être amené à évoluer parce qu'il y a un autre texte européen qui est sorti il y a 2 mois qui va élargir ce scope. Mais aujourd'hui, concrètement, là, au mois de juillet 2021, la taxonomie, ça concerne environ 12 000 entreprises en Europe, c'est-à-dire pas énormément, il y en a beaucoup plus que ça en Europe. Donc, c'est des grandes entités et ce sont des entités qui sont cotées. Une fois qu'on a dit ça, il faut pour autant pas perdre de vue que, au-delà de l'obligation légale, les acteurs économiques évoluent tous dans des écosystèmes financiers et d'affaires. Et la nécessité d'avoir à fournir des informations taxonomie pourrait venir de sources autres que cette obligation légale. La première raison, c'est que, comme on l'a dit en introduction de la taxonomie, c'est un outil pour les investisseurs. Et les investisseurs, ils ont vocation à financer tout type d'entités, y compris des petites. Les investisseurs vont probablement demander le même type d'informations à des entités qui sont pas dans le scope de la taxonomie, parce qu'elles auront besoin, elles, de cette information pour faire des choix d'investissement. Donc ça, c'est une première raison pour laquelle la taxonomie pourrait de facto s'appliquer à des entités qui sont pas en scope légal. L'autre raison, c'est que les acteurs économiques font tous partie de chaînes de valeur qui s'étendent en amont et en aval. J'ai mes fournisseurs, et puis ensuite j'ai mes clients, et j'ai mes parties prenantes, lesquelles, elles, peuvent être soumises à des obligations de reporting, et pourraient avoir besoin que moi, je leur fournisse de l'information pour répondre à leurs propres obligations de reporting taxonomie. Et donc, il n'y a pas d'effet couperet entre je suis dans le scope de la taxonomie ou je le suis pas. Le seul effet couperet, c'est le critère légal, mais dans la réalité de la vie des affaires et de la vie économique, les obligations de taxonomie vont s'étendre à beaucoup plus d'entités. C'est important de l'avoir en tête, parce que on va évidemment pas attendre la même chose de ceux qui sont soumis à obligations légales et de ceux qui sont soumis par d'autres biais. En revanche, les acteurs économiques doivent rester attentifs à ce qui se passe au niveau européen sur la taxonomie, parce qu'un jour ou l'autre, ils vont y être confrontés. Alors, une fois que j'ai dit ça, concrètement, même si je veux le faire de manière volontaire ou si je suis soumise de manière obligatoire, qu'est-ce que je fais ? J'ai déjà utilisé ce mot, c'est une analyse en 2 temps. Donc, je vais analyser les textes et je vais vérifier que mes activités sont éligibles. Ensuite, je vais vérifier si elles sont alignées. Une fois que j'ai fait ça, j'ai pas fini le travail, c'est pas la fin du chemin. L'information qui sera utile aux utilisateurs et notamment aux investisseurs, c'est la publication d'indicateurs financiers. Je vais devoir donner, notamment si je suis une entité qui travaille dans des secteurs non financiers, je vais devoir publier la part, c'est-à-dire la proportion de mon chiffre d'affaires, de mes investissements et de mes dépenses courantes qui sont générées par ces activités
alignée, rapportée au total de mon chiffre d'affaires, mes investissements et mes dépenses. Et c'est ce ratio-là qui permettra à l'utilisateur de la donnée de se faire une idée de à quel point cette entité est alignée aux objectifs européens ou pas. Donc, au-delà de l'analyse, il y a aussi un enjeu de capter la donnée financière qui est disponible dans mon entité pour la faire découper au format des activités que j'aurais identifiées comme étant alignées à la taxonomie, brancher les bons tuyaux, si je peux m'exprimer ainsi, pour faire remonter l'information au bon niveau de granularité et selon un découpage qui risque d'être nouveau pour beaucoup d'entités dans le scope de la taxonomie. Et alors, le dernier élément important, c'est le timing de mise en œuvre. On n'en a pas encore parlé, c'est tout de suite. En fait, il faut s'y mettre maintenant. Parce que les premières obligations de reporting de la taxonomie, c'est dans les rapports de développement durable de l'année 2021 qui seront publiés tout début 2022. Donc il faut commencer tout de suite pour des rapports publiés 2022 sur l'exercice 2021. La bonne nouvelle, c'est que c'est une mise en œuvre phasée. C'est-à-dire que sur l'exercice 2021, ce qui va être demandé, ce sont des indicateurs financiers et la proportion émanant des activités éligibles seulement. D'accord ? Et l'année suivante, c'est-à-dire sur l'exercice 2022, tout début 2023, il faudra donner ces mêmes indicateurs sur des activités alignées. Et donc, dans ce cas, Maude, est-ce que toutes les entreprises devront répondre à la taxonomie, même si elles n'ont pas d'activité éligible ? Très bonne question, parce que ça va concerner beaucoup d'entreprises, enfin en tout cas un certain nombre. Il est fort possible que pour beaucoup, il n'y ait pas ou peu d'activités éligibles. Et donc, ça peut représenter un effort important pour, au final, des ratios qui risquent de paraître un peu ridicules. La réponse est simple, oui, il faut le faire quand même. Peu importe si la valeur du ratio est 0 ou 95%, à partir du moment où on est soumis à la taxonomie, il faut faire cet exercice et publier les informations qui sont demandées. Et potentiellement, pour ceux qui auraient peu d'activités éligibles, remonteront des ratios qui seront assez faibles. Merci Maude pour toutes ces informations. Je vais conclure avec une question. Quels sont aujourd'hui les principaux défis pour les entreprises dans la mise en œuvre concrète de la taxonomie ? Alors, il y en a quelques-uns, pour être honnête, qui n'ont pas tous la même intensité et la même complexité. La première évidente, c'est que la taxonomie liste les activités sur la base de codes NAS. C'est une façon de cartographier les activités en Europe. Or, assez peu d'entreprises découpent leurs activités sur la base de ces codes. Donc, il va y avoir un enjeu de mettre les pièces du puzzle au bon endroit. Alors, c'est pas le plus compliqué, mais ça peut prendre un petit peu de temps. Un deuxième défi, ça va être d'avoir accès à la donnée technique précise qui fait partie de ce que j'ai évoqué, les Technical Screening Criteria, qui sont ces informations très techniques qui permettent d'évaluer le niveau de performance environnementale. Or, une partie de cette information est difficilement accessible. Donc, il va y avoir un enjeu d'identification et ensuite de fiabilisation de cette information qui est la base de l'analyse d'alignement. Ensuite, il y a un vrai enjeu de connaissance et de compétences, c'est-à-dire qu'on va demander à des entités qui sont pas tous des experts de l'environnement de se plonger dans des analyses scientifiques et il faut pouvoir comprendre l'enjeu du sujet, il faut pouvoir avoir un œil critique, il faut pouvoir mettre les choses en perspective. Toutes les entités n'auront pas cette compétence et ça peut être un véritable défi dans la mise en place de la taxonomie. Et un autre enjeu qui, lui, peut être encore plus difficile à relever, c'est que les systèmes de contrôle de gestion financière des entités aujourd'hui est pas conçu pour aller chercher l'information qu'il va falloir remonter dans la publication de ces indicateurs financiers avec le niveau de granularité qui est demandé et surtout avec le découpage organisationnel qui correspondra à la taxonomie qui va jamais correspondre à la réalité de l'organisation des entités. Donc il y a un enjeu système et traitement de la donnée qui si je devais prioriser par ordre de difficulté, les challenges de mise en œuvre, ce serait celui-ci. Ce sera l'organisation des systèmes d'information pour aller chercher l'information, la fiabiliser et la restituer au format qui est exigé. Alors tout ça, c'est évidemment un effort conséquent, c'est potentiellement un effort coûteux, mais je voudrais vraiment insister sur le fait qu'au-delà de l'effort et de l'exercice de compliance,
c'est une analyse qui a de multiples avantages à condition qu'il soit approché avec une lumière un peu optimiste. C'est fondamental pour la survie ou le développement prospère et durable d'un certain nombre d'acteurs économiques de prendre conscience de leur exposition au changement climatique, à quel point ils peuvent être vulnérables à ces évolutions-là, et aussi d'identifier la façon dont il faut qu'ils adaptent ces business, à la fois pour se protéger, mais aussi en allant plus loin pour contribuer à la transition écologique européenne et à cette réduction de 55% d'ici l'année 2030. Et donc, toutes les entités qui auront cette vision réaliste de leur positionnement, en fait, auront un avantage compétitif sur ceux qui n'auront pas cette vision, parce qu'ils auront identifié les leviers de développement durable, du coup, de leur activité professionnelle et de leur business model. Et je pense que il y a toujours two sides to a coin, il y a deux faces sur une pièce. Il y a la contrainte de la conformité, mais il y a aussi l'enjeu maîtrise de ma trajectoire de développement business, et je pense que ça, c'est vraiment une opportunité qu'il faut pas négliger. Merci beaucoup Maude, merci pour le temps que vous nous avez consacré aujourd'hui. Merci à vous. Merci pour nous avoir aidé à comprendre le rôle central que la taxonomie pourrait jouer dans la transition vers une économie à faible émission de carbone, et bien sûr ce que cela signifie pour les entreprises. Il est clair que les entreprises devront donc porter une attention particulière sur le sujet et les opportunités business que cela représente. Merci d'avoir écouté le podcast Let's Talk Sustainability. Pour suivre cette série, abonnez-vous sur votre application de podcast préférée ou rendez-vous sur mazars.com.